Quand je suis arrivée à Paris, avec toute l'éducation que j'ai reçue, j'ai dit: «Il faut que je dépende de moi, il faut que je compte sur moi, il faut que je sois autonome et je me débrouille toute seule». Le fait de pas demander l'aide, ça revient à l'éducation que j'ai reçue de ma mère et de mon père et de la société, de notre un peu religion. Si on va passer chez les Tunisiens pour demander de l'aide, parce que mine de rien, les Tunisiens, ils se communiquent entre eux et il va dire: «Oui, finalement, elle n'arrive pas, elle s'en sort pas en France et pour travailler, elle a demandé de l'aide». Tout ça, ça fait que demander de l'aide, c'est un échec. J'ai rencontré Gada il y a 5 ans dans son restaurant. Elle y servait un couscous délicieux et y employait une dizaine de personnes en insertion. Son business tournait bien et elle affrontait avec courage la concurrence des structures de restauration aux alentours. J'étais alors loin d'imaginer toutes les difficultés qu'elle a surmontées avant qu'un jour, elle me raconte son histoire. Gada a 32 ans lorsqu'elle quitte son pays, la Tunisie, pour que son fils, Azer, atteint d'un cancer, puisse être soigné. Elle arrive en France, un pays qu'elle ne connaît pas, qui ne l'attire pas particulièrement, mais dans lequel son fils a une chance de s'en sortir. En s'installant en France, elle doit faire face au choc culturel, à des incompréhensions quotidiennes et d'innombrables difficultés. Et au milieu de tout cela, elle doit assurer son rôle de mère dans un pays où elle n'a pas de repères. Comment Gada fait-elle pour éduquer ses enfants dans un pays qui n'est pas le sien, loin de ses habitudes, de sa langue maternelle et de sa propre famille? Quelles ressources met-elle en place pour affronter cet isolement? Je suis Antoine Lalanne Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de la Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité. On est en 2004, je suis en Tunisie. Là, je suis à Médine, c'est une ville du sud, pas trop loin de Djerba. Je suis avec mes 2 garçons, Azem et Ahmed. La vie est tranquille, le rythme est adorable, il fait beau, il y a beaucoup de soleil ici. Et là, j'ai eu une mauvaise nouvelle malheureusement. Azem, il a 4 ans. Il est atteint d'un rétinoblastome, c'est un cancer dans les yeux qui est rare et qui est congénital. C'est vraiment la nouvelle, je crois que la mauvaise nouvelle le plus dure que j'ai entendue jusqu'à aujourd'hui. À l'hôpital de Salah Hazaïs, l'hôpital de cancer des enfants, j'ai vécu un moment inoubliable, en tout cas parmi beaucoup de moments. Le décès d'un enfant que la famille ils ont retardé à prendre la décision de le rapatrier ici en France. Ah bah moi, quand ils m'ont proposé d'ailleurs de venir en France, j'ai même pas réfléchi à même pas une seconde. Ah, je dis: «Oui, je viens». Entre 2004 et 2006, ça fait 3 fois qu'on est partis en France et c'est la troisième fois qu'ils m'ont demandé de rester en France. C'est dur parce que c'est pas mes projets et c'est dur quand on n'a pas le choix. Je peux pas dire non, c'est la santé de mon fils et l'équilibre de ma famille et donc c'est parmi le moment le plus dur de ma vie. Pendant 3 semaines, je suis prise en charge par l'anesthétique Curie et c'était une prise en charge, franchement humaine, professionnelle et très efficace qui ça m'a permis d'avoir de force pour continuer déjà et j'oublie jamais ces moments-là et par la suite, il y a un Tunisien, c'est lui qui nous a orientés vers un autre Tunisien juif qu'il a une chambre de bonne à Paris 11e, 7 mètres carrés, il y a une douche, il y a un lavabo et il reste peut-être 3 mètres carrés, 4 mètres carrés pour un lit, mais nous, on n'a pas un lit, on a fait de matelas par terre et les toilettes, elle est dans le couloir. C'est pour tout le monde qui sont dans le couloir. Ça me coûte 550 et puisqu'il me propose de faire le ménage dans les escaliers, tous les escaliers, la cour et sortir les poubelles. Donc
Il me compte 350 pour ça et je paye les restes. Je m'installe avec Azem pendant 1 mois dans ce logement avant l'arrivée de papa et mon deuxième enfant. Bah, le matin, je me réveille avec les rythmes d'Azem, après une opération, En fait, opération, c'est des petites interventions et tout. Mais c'est un enfant joyeux qui aime bien vivre, qui aime bien jouer. Il aime bien sortir, découvrir. Il commence à faire les courses avec moi. Et tout de suite, je l'ai inscrit à l'école. Et après 1 mois, mon mari et mon fils Ahmed, ils arrivent. Et là, j'ai commencé à travailler tout de suite parce que je me suis engagée avec le monsieur. Je me lève le matin pour faire le ménage dans les escaliers parce qu'il me dit, en fait, c'est pour la sécurité, c'est normal. Donc, à 5 heures du matin, je fais le ménage. Comme ça, il n'y a personne. Et ça, c'était moi, parce que je dois m'adapter avec le reste du rythme de ma maison, de mes papiers, de mes enfants pour les déposer à l'école. Donc, je fais 2 heures, 5 heures jusqu'à 7 heures. Je termine le ménage. Et après, je m'occupe des enfants, moi et papa. On les pose à l'école. Et après, moi, je dois être là-bas à 10 heures pour l'opticien. Donc, je commence par le ménage là-bas. Après, il y a le courrier. Je prends le courrier, je le dépose dans la poste. S'il y a des chèques, il y a des liquides, je les dépose. Et après, je retourne. Je prépare à manger pour l'équipe. À 16 heures, je retourne à la maison. Je récupère les enfants. Ils vont manger un petit quelque chose ou un goûter. Et je descends faire le poubelle. C'est 18h30, 19h. Sur le moment, c'est pas facile. Je suis très fatiguée, oui, mais je me sens solide et je me sens capable. Dans ma tête, je sais que c'est un passage. Donc, je dis certainement, je vais m'en sortir. Et je suis contente parce que mon fils, ses analyses, ils sont tous bien, il progresse, il a guéri, il guérit de mieux en mieux. Et donc, il part de moins en moins à l'Institut de Curie, il est présent à l'école. Donc, tout ça, ça me motive. Au début, je peux pas faire le cours de mes enfants, les devoirs. Et je connais pas trop. Ils m'ont expliqué, mais j'ai pas trop compris. J'ai pas compris les cahiers de correspondance et tout. Jusqu'à qu'une fois, et Ahmed, il me dit, je l'ai demandé, les cahiers, c'est pourquoi? Il me dit, c'est un cahier de correspondance, maman. Moi, arrête-toi, maman, tu sais pas que c'est quoi? Bah, je lui dis, donne-moi. Et je vois des trucs rouges. Ça m'a, des points d'interrogation rouges, des mots rouges. Et je sais pas, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Je lui demande, c'est quoi ça? Et il me dit, c'est le prof qui écrit ça. Il me dit, il me félicite. Mais ça a tourné dans ma tête. J'accepte pas ça parce que les maîtres ou les maîtresses, ils vont les féliciter avec des rouges. C'est un peu bizarre. Et c'est un peu bizarre de les féliciter comme ça. J'ai essayé de traduire. Et ça, là, j'ai compris, c'est pas des félicitations. À l'époque, c'était parce qu'il bavardage et point d'interrogation. Ça veut dire beaucoup de bavardage et devoir pas fait. Et j'ai décidé de voir l'école et ils m'ont expliqué que oui, il y avait pas mal de soucis avec mon fils et qu'ils ont essayé de me contacter, de m'écrire et que je n'ai pas répondu à ces mots. Et je n'ai pas signé d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas signées parce que ça doit être signé en plus. Et bah, voilà. Et là, j'ai senti que mon fils, il m'a trahi. Je dis, mais en fait, le fait qu'il sait que sa maman, elle lit pas, il a profité de ça. Quand la maman ou le papa, ils sont pas outillés, et la langue, c'est parmi les outils pour communiquer. Et donc, c'est une sorte de dire mince,
Ça, c'est un handicap, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre mon fils, que je peux pas aussi prendre en charge mon fils, que je peux le priver de cette prise en charge. Et avec son âge, il a besoin d'une maman qui le prend en charge, qui le comprend, qui l'aide. C'est pas qu'elle alourdit les tâches pour lui. Les mamans, on est censé être là pour accompagner, pour aider, pour écouter. Et quand on est incapable d'accomplir des tâches, c'est dire, c'est un échec, quoi. Et moi, à ce moment-là, je commence une formation au centre de Paris. Et il y a la responsable de formation, elle s'appelle Sophie, elle m'oriente vers une association qui prend en charge beaucoup de procédures pour les femmes étrangères avec leurs enfants, qui ont des difficultés à s'intégrer, à trouver des adresses, des formations, des loisirs pour leurs enfants, à rédiger les CV, à chercher du travail, du petit boulot, à comprendre les systèmes carrément et à apprendre quel organisme il est fait pour la sécurité, pour la CAF, c'est un peu tout ça. Pas longtemps après, fin 2006, je reçois un appel d'une dame qui me dit on a décidé de vous accorder un logement et je vous envoie l'adresse. Vous visitez tout de suite la maison et vous dites est-ce que vous acceptez ou non. Ben, c'est la joie totale. En février, il m'appelle, je suis en formation et pour signer le contrat et je pars direct. J'appelle mon mari et on part direct. Donc, on a signé le contrat, on n'a rien dit aux enfants, on a fait le nécessaire, on a récupéré la clé et on est retourné attendre les enfants et on a récupéré beaucoup de sacs parce qu'on était préparés. D'ailleurs, les enfants, ils nous ont dit pourquoi vous avez enlevé tous les sacs et tout, vous l'avez mis dans la cave en bas. On a dit parce qu'il n'y a pas de place. On a laissé qu'un petit sac pour les enfants. Donc, on a pris tout ça. On a pris un camion de boulanger et on a tout déménagé, tout vidé. Bah, il n'y a rien déjà dans 7 mètres carrés. On n'a pratiquement rien, pas beaucoup voluminé. Et on dit aux enfants, on va partir chez des amis. On va visiter un ami. On arrive, on ouvre la porte. Il repère tout de suite nos habits qui sont dans les sacs. Et il commence à nous regarder avec de grands yeux. Maman, c'est quoi ça? Mais ça, c'est pas les amis, ça. J'ai dit, c'est chez nous. Ils ont commencé à hurler. Et mes enfants, chacun, il prend une chambre, parce qu'il y avait 2 chambres, et un salon et une chambre à coucher pour nous. Donc, ça fait 4 pièces. 3 plus 1 séjour. Ils s'allongent par terre comme ça et ils ouvrent leurs mains comme ça et on dirait qu'ils volent mais sont par terre. Ils sont tellement contents que franchement, ça nous a fait des énormes émotions. Alors, ça fait 3 ans qu'on est ici en France. Et Ahmed, il a des problèmes avec son collège. Et en rentrant à la maison, il craque et il commence à pleurer et à dire tout ce qu'il pense. Je demande à Ahmed de s'asseoir à côté, comme d'habitude quand on parle, sachant qu'on ne parle pas beaucoup les derniers mois parce qu'il évite de parler, ça commence l'adolescence. Et quand je demande à Ahmed de s'asseoir, il refuse au début, il reste debout. Et je commence à lui demander pourquoi tu as réagi comme ça. Et en tout cas, ça va aboutir à rien. C'est pas comme ça qu'on peut résoudre nos problèmes. Ça arrive des problèmes comme ça au collège. J'essaie de trouver des solutions, de lui rassurer, de dire qu'on est là, je suis là avec toi, ton père. Et il commence à me dire, mais c'est tout ça, c'est à cause à vous, toi et mon papa. Et moi, je n'ai pas décidé de venir ici. Vous avez décidé à ma place. Vous ne m'avez pas demandé. Je viens ici, et je suis là. Je subis l'injustice. Je subis toute la discrimination.
et mes collègues, ils rigolent. Je comprends pas, je connais pas le mot. Je peux pas répondre. Je suis incapable de se défendre. Et on a vécu dans un placard. Il me sort qu'on était dans un placard. Et à l'époque, il m'accompagne. En fait, quand je suis à la petite maison de 7 mètres carrés, Ahmed m'accompagne pour descendre le poubelle en bas. Et moi, dans ma tête, c'était pour dire que tout métier, besoin de respect, qu'on peut travailler pour gagner. Et je suis contente qui vient, qui m'accompagne, alors qui me sort, qui me dit ces jours-là, j'ai honte de partir avec toi, tu fais la poubelle. Et mes collègues, ils rigolent sur moi. Et quand ils te voient, j'essaie de me cacher. Et toi, tu me laisses pas et tu comprends pas. Tu n'as jamais été à mon écoute. Et je n'ai plus envie de rester ici. Je ne vais plus accepter quoi que ce soit. Et je vais dire tout ce que je pense. J'en ai marre des professeurs. J'en ai marre de tout le monde. Et c'est tout dans ce sens-là, quoi. Là, j'ai compris qu'il a grandi, quoi. Parce qu'il m'a fait sortir des analyses et des discours d'un homme, quoi, d'un adulte qui... Il faut que je prenne mes distances. Il faut que je prenne un peu de recul. Il faut que je trouve... Je ne les laisse pas tomber. Et c'est ça qui est difficile. Comment on ne peut pas laisser tomber notre fils et qu'on peut garder des distances et comment trouver des solutions. C'est pratiquement, il faut une baguette magique pour faire tout ça. J'étais sur Internet pour voir un peu, pour trouver en fait les réactions d'un enfant, comment faire avec un enfant dans une crise. Je tape carrément enfant à l'âge de, par exemple, 14 ans, en état de crise, en détresse, souffrance, vient de l'étranger, solution. Si j'étais en Tunisie, et il y a l'oncle, il y a le voisin, il y a le copain, il y a la famille, il y a la copine, il y a tout l'entourage qui peut aider. Par exemple, moi, je ne veux pas lui parler, je vais lui dire, d'accord, oui, c'est vrai, tu as grandi. Bah, sa grand-mère, elle va trouver une autre formule de lui dire. Sa tante, elle va l'inviter, elle va dire, tiens, regarde, par exemple, tu sais, tel, le fils de tel, il a fait ça, mais finalement, il a réussi, hein. Mais il a déconné un peu quand même. Il y a deux manières comme ça, des stratégies qu'on fait ensemble pour accompagner, et je trouve très important. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la famille autour, il n'y a pas tout le monde autour. Je ne connais pas comment faire avec... C'est mon premier et je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Et je n'ai pas des outils. Je ne sais pas à quel endroit je pars. Est-ce qu'il y a de groupes de parole, la psychiatrie, le psychologue, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je n'ai pas préparé. Je sentis quand même un peu seule. 2 jours ou 3 jours après, je crois, ou même peut-être un peu plus, je demande à Ahmed et à Azem qu'est-ce qu'ils ont gardé comme souvenir de l'école en Tunisie. Ils me disent qu'ils se rappellent de rien, comme écrit. Parler, oui, mais pas l'écrite. Et c'est dire. Et là, je m'inquiète, encore une fois. Et j'ai commencé à chercher dans des quartiers de Paris, là où ils font l'école, l'arabe littéraire, l'arabe pour éduquer mes enfants. Là, j'ai vraiment demandé de l'aide. J'ai dit dans ma tête, pourquoi moi je propose, et j'aime bien proposer l'aide, alors l'autre, il n'est pas gêné. Et moi, je ne suis pas gênée. Pourquoi je vais être gênée au retour? Donc, c'est un peu injuste de proposer, mais de ne pas accepter. C'est dans ces dynamiques-là, dans la logique, que j'ai demandé de l'aide. Et j'ai parlé à des familles, et je l'ai demandé, des familles tunisiennes, comment ils ont fait pour leurs enfants. Et donc, ils m'ont expliqué qu'il y a des écoles, les enfants peuvent aller le mercredi ou le samedi ou le dimanche, et que c'est intéressant, c'est vrai, ça fait
partie surtout pour les enfants qui sont été scolarisés en Tunisie ou dans leur pays, peu n'importe. C'est la première fois que je demande de l'aide. Franchement, il y a quand même une solidarité, mais il faut demander. Quand on quitte un pays qu'on a vécu pas mal, et quand on se rend compte que nos enfants, ils ont pas envie de ce pays-là où on l'a ramené, il y a un sentiment de tristesse, il y a un sentiment de plein de sentiments. Mais moi, je dis, finalement, c'est comme ça. Et je dois avancer. Et qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont les outils que je peux donner à mes enfants? Et je crois qu'il faut arrêter de dire quels conseils. J'ai arrêté de dire les conseils. Et mes enfants, ils n'aiment pas beaucoup les conseils. Et donc, je trouvais un autre astuce. Je donne les outils, les endroits, les adresses. Et c'est à eux de voir, d'aller, de chercher et de décider. J'ai échangé avec beaucoup de mamans et on a presque tous cette sensation, ce sentiment de culpabilité. Pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qu'il faut pas? Mais finalement, moi, je suis convaincue que j'ai tout fait. En tout cas, tout peut-être non, mais j'ai fait tout ce que je peux faire. Et donc, du coup, j'ai arrêté un peu de se culpabiliser parce que, mine de rien, mes enfants, ils ont besoin d'une maman épanouie. Et je fais ce que je peux. Oui, c'est comme ça. La vie, elle est injuste. On fait avec et on essaye de profiter de l'avenir et de s'épanouir et d'avancer. Et c'est pour ça, j'ai hâte d'ouvrir une association pour que je puisse, je ne veux pas donner de conseils non plus, mais pour que je puisse donner des outils à des mamans et pour qu'on arrête, on peut pas, mais on diminue de produire des enfants agressifs, des enfants avec des tensions, des enfants qui sont dans la drogue, qui peuvent être délinquants, parce qu'on ne mérite pas ça. Que j'ai envie d'avoir des garçons et des enfants ici à Paris qui sont épanouis et qui profitent pleinement de leur jeunesse, parce que la jeunesse, on ne peut pas le revivre. Les 20 ans, c'est les 20 ans. Donc, franchement, si on arrive à accompagner un enfant dans les 20 ans, dans les 18 ans, qui vit pleinement, ça va être formidable. Les restes, je me casse pas la tête. J'avance avec le sourire qui vient de fond de mon cœur et ça vient de chez moi. Donc, j'attends pas l'autre qui me ramène le sourire parce que j'ai attendu longtemps et c'est pas arrivé. Et donc, je vais pas dépendre. Ma joie, elle dépend de personne, elle dépend de moi et je le trouve dans mes tripes et je les sors et elle est là tout le temps. Vous venez d'entendre Ghada nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Mathieu Gasnier a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. La musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par la Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. À très vite pour de nouvelles histoires.